Bonjour à tous, bienvenue à notre 11e conférence organisée par la mission Coteau Maison Cave de Champagne au patrimoine mondial. Nous avons commencé ce cycle en début 2022 et ce que vous voyez apparaître, ce sont les conférences que vous pouvez revisionner sur YouTube. Et donc pour ça, il vous suffit de scanner le QR code qui est tout en haut de la page. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, ce qui va vous donner accès directement à notre page d'accueil des conférences. Donc, regardez le thème qui vous intéresse. Comme vous le voyez, ces thèmes sont variés. Avec ce cycle de conférences, notre projet est de mieux faire connaître la richesse du patrimoine champenois et les atouts qui lui ont permis d'être inscrits à l'UNESCO, de partager les enjeux, les recherches et les actions de la mission Coteau Maison Cave de Champagne au patrimoine mondial. Ce cycle est gratuit, ouvert à tous, et nous savons d'ores et déjà que des étudiants, des professionnels, des vignerons et des collaborateurs des maisons, ainsi que des institutions champenoises y viennent, mais pas seulement. Nous avons choisi des conférences en ligne pour couvrir toute notre zone d'engagement et aller à la rencontre de publics qui habitent sur le territoire ou au-delà, mais qui sont tous attachés à la Champagne et au Champagne. Comme vous le voyez, donc, cette collection recouvre beaucoup de thèmes qui sont liés à notre inscription ou qui font partie de nos engagements pour le futur. La conférence d'aujourd'hui va témoigner de la dimension de patrimoine immatériel universel que nous a accordé l'UNESCO. J'aime toujours à dire qu'aucun autre vin n'a été représenté avec autant de constance dans les arts en général, dans la littérature, la peinture, et cette fois-ci, ce dont nous allons parler, c'est du 7e art, sachant que la conférence déjà numéro 3 qui a eu lieu au mois d'avril parlait du champagne dans l'art, mais cette fois-ci, on était au musée d'Épernay et ce sont essentiellement de tableaux que Jean-Marie Pinson nous a parlé. Donc cette fois-ci, c'est avec Gabriel Leroux que nous avons rendez-vous. Alors, comme il n'est pas tout à fait, je suis très en avance pour une fois, comme il n'est pas tout à fait 19h30, je vais attendre que tout le monde nous ait rejoints pour faire la présentation de notre conférencier. Mais je voudrais d'ores et déjà remercier Gabriel parce que c'est un très grand sachant sur la Champagne et le champagne dans un domaine très pointu qui est le cinéma. Et c'est un grand honneur pour nous d'avoir un cinéphile qui est un cinéphile plus qu'éclairé, qui est un grand, grand spécialiste de tout le cinéma. Et merci Gabriel d'avoir choisi cet angle et d'avoir trouvé vous-même l'angle champagne au cinéma, parce que je ne crois pas que ça figure dans notre dossier d'inscription, mais ça aurait mérité de l'être. Merci de m'avoir invité en tout cas. Donc, Gabriel est à distance, mais ça a l'air de fonctionner très bien. Donc, on va laisser les retardataires arriver et puis on démarrera à 18h30 exactement. Et pas l'heure. Donc voilà la belle affiche qui me permet d'introduire cette conférence de Gabriel Leroux. Et donc, je vais vous dire un mot de notre conférencier. Gabriel Leroux est plus qu'un cinéphile. C'est un incroyable spécialiste du cinéma. Gabriel est philosophe de formation. Il a fait ses études à la Sorbonne
et il dirige actuellement une agence d'événementiel culturel qui organise des conférences, des débats, des podcasts et des expositions. Ancien critique d'art, il a été le concepteur adjoint de l'Université de tous les savoirs entre 2000 et 2006. Il est aussi le fondateur et rédacteur en chef d'un site internet spécialisé dont vous voyez l'adresse sur la diapositive, donc sur le web champagneetcinéma.fr. Il est le réalisateur d'un premier podcast et il prépare actuellement un livre et un documentaire. Le prochain podcast sur le sujet du champagne et du cinéma sera sous l'angle de ce qu'il était sous l'occupation, et il est le fruit de nombreuses interviews d'historiens et de spécialistes du cinéma, et il sera lancé en janvier 2023. Ce qui, Gabriel, me fait très plaisir parce qu'on va pouvoir vous réinviter, peut-être pas en 2023, mais en 2024 ou en 2025, quand vous aurez terminé vos interviews. Et en tout cas, on sera toujours heureux d'en faire la promotion, puisque c'est de la Champagne que vous parlez et c'est du champagne que vous parlez. Et donc, ça rentre tout à fait dans notre mission. Donc, merci d'avoir choisi ce thème. Nous avons pour partenaire pour cette émission, j'allais dire, pour cette conférence, l'Union des maisons de Champagne. Et c'est grâce à l'Union des maisons de Champagne, en fait, que j'ai découvert Gabriel Leroux, puisque l'Union des maisons de Champagne avait présenté une exposition dont Gabriel Leroux était le commissaire et qui s'est appelée Champagne, la star du 7e art, et donc qui a été présentée dans les locaux de l'UMC pendant les Journées du patrimoine 2021. Donc, les Rémois ont peut-être pu assister et venir visiter cette exposition, mais notre intention avec cette conférence, c'est de pouvoir élargir nos publics, qu'ils soient en direct ou qu'ils soient en replay, à plus d'acteurs champenois de notre zone d'engagement et même au-delà. Donc, merci à l'Union des maisons de Champagne d'être notre partenaire pour diffuser encore cette connaissance. Lorsque le cinéma naît en 1895, la Champagne est plus que centenaire et est déjà connue pour son aspect symbolique dans le monde entier. Dès le début, ces deux univers vont se trouver pour ne plus se quitter. C'est l'histoire des apparitions à l'écran du roi des vins que Gabriel va nous retracer, et je vais lui confier la parole et la caméra. Et Gabriel, vous êtes soumis à un challenge qui est que vous allez tenir malgré toutes les images que vous allez nous montrer pour qu'à la toute fin de la conférence, on puisse voir des extraits qui sont absolument saisissants et dont des extraits anciens qu'on a rarement l'occasion de voir. Donc, Gabriel, je vous cède la parole. Je vais arrêter, moi, ma présentation et je vais vous passer le relais. Et entre-temps, on va pouvoir vous voir un petit peu quand même. Très bien. Ben, merci beaucoup, Anne, de me céder la parole et de m'avoir invité. Alors, voilà. Hop là. Normalement, on doit pouvoir, voilà, et on doit pouvoir en affichage faire en mode plein écran. Normalement, vous voyez tout et vous voyez tout bien. Tout va bien. Donc oui, un grand merci et je vais tenir dans le temps. J'ai mis mon petit chrono tout de suite pour rester dans le temps. Je vais en effet vous parler du Roi des vins et de ses apparitions au cinéma. Ça a été une découverte pour moi et on a commencé à réaliser avec l'UMC, on a réalisé cette exposition qui est la première sur la question, en tout cas d'ampleur, et qui a été complétée par un podcast. Pour commencer, on va commencer très vite. On va commencer justement pour après voir les extraits. Et là où je suis d'accord avec vous, Anne, c'est de dire que le champagne, plus qu'aucune autre boisson peut-être, est la boisson en tout cas qui a été le plus représentée et représentée avec des rôles spécifiques. Il y a vraiment des rôles particuliers dont je vais essayer de vous en montrer quelques-uns
qu'on retrouve dans le cinéma, et on retrouve ça pour aucune autre boisson. Alors, commençons tout de suite avec les premières bulles et les pionniers du cinéma. Parce que finalement, le cinéma est né, vous l'avez dit, en 1895, le 28 décembre, donc bientôt, on sera le 28 décembre, le 28 décembre 1895, il n'est pas tellement en tant que technique, mais en tant que média. C'est-à-dire que il y avait déjà, on était capable de fixer du mouvement sur des pellicules argentiques, mais ce qu'on ne savait pas faire, et ce qu'ont fait les frères Lumière à ce moment-là, c'était de le projeter à un public. Donc ce n'est pas simplement une technique qui est née avec le 28 décembre 1895, c'est véritablement un média qui va pouvoir parler à tout le monde. Et c'est ce qui va faire que le cinéma va devenir si important, c'est que ce n'est pas qu'une technique, c'est aussi un média. En 1895, donc, naît le cinéma, et il se trouve que moins d'un an après, en 1896, on a le premier film qui a été tourné chez Moët et Chandon, à Épernay, à Épernay, mais c'est pas me semble-t-il, pour une sorte de premier documentaire. Alors, on sait peu de choses sur ce film. On ne sait pas tellement s'il a été commandé par Moët et Chandon, ou si au contraire, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que les frères Lumière envoyaient un petit peu partout dans le monde des opérateurs. Un opérateur a été chargé de filmer un petit peu tout et de pouvoir aussi le projeter. Et donc, ils documentaient le monde comme ça un petit peu partout. Et c'est peut-être dans ce cadre-là qu'ils sont allés voir ce qui se passait, comment on faisait finalement du champagne. On sait en revanche un peu plus de choses sur le second film, qui a été tourné entre 1897 et 1899, 2 ans, qui est une véritable superproduction et qui a été commandé par Eugène Mercier, qui lui avait un sens véritable de la publicité. Il l'a commandé parce qu'en 1900, il y avait l'exposition universelle à Paris, et il voulait utiliser justement ce média. Il a tout de suite compris l'intérêt de ce média pour faire une sorte de ce qu'on pourrait appeler un public reportage. C'est-à-dire à la fois, il montrait ce que faisait Mercier, et à la fois, c'était un reportage parce qu'on on saisissait un petit peu comment se faisait le champagne. Et là, vous voyez, là, il y a une image qui est issue de ce film qui est très intéressante parce qu'une partie des opérations quand on fait du champagne se passe dans les caves. Or, à l'époque, on ne savait absolument pas filmer hors de la lumière naturelle. Il n'y avait pas encore cette capacité à filmer, même dans une maison, on ne savait pas faire, il fallait que ça soit en lumière naturelle. Et donc, comment filmer ce qui se passait dans les caves en lumière naturelle? Eh bien, ils firent probablement parmi les premiers décors de cinéma, puisque ce que l'on voit derrière les dames qui sont là en train de mettre, je pense, les étiquettes ou de préparer les bouteilles de champagne, eh bien, ce sont des grandes toiles peintes où on voit, qui sont mises dehors et qui représentent l'intérieur finalement de l'usine Mercier. Mais on voit ça, c'est dehors. Et vous verrez tout à l'heure dans l'extrait qu'on voit même les gens passer devant parce qu'ils n'ont pas encore le sens de la caméra. Mais on voit là déjà quelque chose qui est unique, qui est un véritable premier décor. Ces deux premiers films, donc chez Moët et chez Mercier, vont donner. Alors, le film va être projeté dans le pavillon Mercier à l'Exposition universelle de Paris. Il sera vu par plus de 3 millions, près de 4 millions de spectateurs, 3 720 000 spectateurs qui l'ont vu, ce qui est absolument formidable à l'époque. Et il va devenir, surtout ces deux films vont devenir un modèle pour tout ce qui va être reportage sur le champagne. Alors, on va passer maintenant tout de suite à la deuxième, parce que au-delà de ces premiers reportages et de ces premiers documentaires, ce qui va nous intéresser aussi plus spécifiquement, c'est les premières fictions. Or, le cinéma, le champagne va apparaître dans les premières fictions. Alors, il y a une année qui est une année bénite. Alors, peut-être que ce n'est pas apparu avant, parce que parfois, on découvre des films, on découvre des choses au fur et à mesure. Et il y a une année bénite pour moi, qui est l'année 1901, parce qu'en 1901, il y a énormément de films qui vont sortir, notamment un film de Georges Méliès qui s'appelle Barbe Bleue, dont vous voyez là une image, où on voit une bouteille géante qui apparaît à un moment donné dans le film. C'est une bouteille d'ailleurs de champagne Mercier. Alors il faut savoir que quand Méliès voulait montrer quelque chose plus spécifiquement, il ne savait pas faire de gros plans. Donc, plutôt que d'approcher la caméra, il était toujours à distance et il augmentait la taille des objets. Dans Barbe Bleue, justement, il y a une histoire de clé. À un moment donné, la clé, pour montrer, la clé qui est tachée de sang, c'est dans l'histoire de Barbe Bleue, eh bien, il ne peut pas faire de gros plans, alors il augmente la clé. Et la même chose pour la bouteille de champagne qui va devenir véritablement une bouteille importante. Alors, on ne sait pas trop si c'est un placement de produit ou pas, mais en tout cas, ça pourrait bien y ressembler. Vous voyez sur le côté Méliès dans son studio à Montreuil.
Quelques autres réalisations très importantes. Il faut voir que les deux grands réalisateurs de l'époque, Méliès était une sorte de Spielberg aujourd'hui, l'autre grand réalisateur est une femme et une réalisatrice qui est Alice Guy, qui est la première femme réalisatrice et probablement la première à avoir fait même de la fiction. Eh bien, on voit que très vite, elle va aussi s'intéresser au champagne, en tout cas le mettre dans un film assez étonnant qui s'appelle Les résultats du féminisme, où les femmes remplacent les hommes et les hommes remplacent les femmes. Et là, on les voit, ces femmes qui sont au bar en train de prendre du champagne, de partager du champagne. Autre film aussi qui est marrant et qui montre aussi la capacité, la force du champagne dans tout ce qui signifie aussi de poétique, qui est L'amant de la lune, qui est réalisé par Fernand Zecca et Gaston Rouvel, où on voit un pochetron, c'est comme ça que c'est présenté, danser avec des bouteilles, un gentil pochetron qui rentre chez lui, c'est comme ça que c'est présenté dans le catalogue Pathé, qui rentre chez lui et qui va danser avec des bouteilles géantes de champagne. Voilà donc pour les. Alors on pourrait parler aussi, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Toute cette première période du cinéma, c'est une première période du cinéma, elle est française, et on voit vraiment que le champagne y apparaît de manière régulière, même assez importante. Il apparaît aussi dans les pionniers. Il faut dire un mot quand même, on reviendra à un moment donné sur peut-être les dessins animés, mais il faut dire un mot sur le premier dessin animé qui s'appelle Fantasmagorie. Il a été fait par Émile Cole. Il date de 1908 parce que le problème, c'est qu'il fallait décomposer véritablement l'image en un certain nombre de dessins et fixer à chaque fois, prendre chaque image. Et on voit que dans le tout premier dessin animé qui date de 1908, eh bien, on voit que le champagne est présent. C'est un petit bonhomme, il lui arrive des tas d'aventures et là, il lui arrive une aventure, c'est qu'il se prend un bouchon de champagne dans la figure. On verra par la suite, 2 ans plus tard, dans un très beau film d'Emily Cole, qui est aussi une animation, on verra le champagne apparaître de nouveau. Donc, dès le début, on voit bien que le champagne est présent dans les tout premiers films du cinéma, que ce soit le cinéma documentaire, le cinéma de fiction et le cinéma d'animation. Le champagne, alors, on va passer maintenant sur le cinéma muet. Parce qu'évidemment, les premiers films, ce sont des films muets, plus d'ailleurs que du noir et blanc, parce qu'il y avait des fois de la colorisation. Et donc, dans ces premiers films muets, passent d'abord en France. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on va voir un certain nombre de choses. On va voir d'abord l'un des premiers gags qu'on va retrouver, parce que ce sont souvent des petits films qui sont souvent amusants. On faisait beaucoup de petits films amusants, avec un certain nombre de réalisateurs et d'acteurs qu'on a oubliés aujourd'hui, comme Prince Rigadin, que vous voyez là, Charles Petit-Levanche, qui était à l'époque une véritable star, une sorte de Coluche. Il a même failli se présenter à une élection présidentielle, pour vous dire. Et donc, on voit apparaître notamment un gars que vous voyez sur le côté dans un film qui s'appelle Le Champagne de Rigadin, qui a été fait par Georges Moncaille, qui date de 1915. On est en pleine guerre. Et ce film est très intéressant parce qu'on voit en pleine guerre, en fait, les voisins de Rigadin, qui ont envie de lui faire une farce, ont un obus creux, mettent une bouteille de champagne, envoient ça dans le jardin de Rigadin. La femme de Rigadin force Rigadin à essayer de désamorcer l'obus et le champagne lui saute à la figure. Ce premier gag, qui s'appelle le gag du saut de bouchon, on va le retrouver jusqu'aujourd'hui. C'est un des gags qu'on va retrouver dans tout le cinéma, dans toute l'histoire du cinéma, y compris, vous verrez tout à l'heure, par exemple, dans un film comme Cruella, qui est sorti en 1901, un film des studios Disney, ou d'autres, Au revoir là-haut, par exemple, de Dupontel. Et ça, on va voir tout de suite la capacité du champagne à véritablement avoir un rôle qui est aussi un rôle burlesque. Parce que là, on est dans le pré-burlesque. Et ce rôle burlesque, on va le retrouver très vite avec un deuxième réalisateur, et l'un des plus grands réalisateurs de toute l'histoire du cinéma, qui s'appelle Charles Chaplin, parce qu'à partir de 1914-18, l'épicentre du cinéma passe de l'Europe, et notamment de la France, aux États-Unis. Et Blaise Cendrars, par exemple, qui s'était engagé, racontait que partout, on voyait du Chaplin dans les tranchées et tout le monde rigolait aux aventures de Chaplin. Or, Chaplin, très vite, va aussi utiliser le champagne, pas énormément au début, mais il va l'utiliser, par exemple, dans Charlot s'évade, The Adventurer, où il joue le rôle d'un prisonnier qui s'évade, qui à un moment donné se retrouve chez un millionnaire. Il est poursuivi quand même un petit peu par la police et le garçon ouvre la bouteille de champagne. On est dans un film muet. Hein. Il ouvre la bouteille de champagne, le bouchon saute et Chaplin lève les mains comme si on lui avait tiré dessus. Or, ce qui est étonnant dans ce film, c'est que tous les spectateurs
ont très vite compris, ont tout à fait entendu dans leur tête le bouchon de champagne qui sautait. Donc on voit bien vraiment ce côté burlesque du champagne. Autres premiers éléments qui vont faire toute la grammaire du champagne du cinéma, il va y avoir plusieurs, il va y avoir notamment la sexualité, mais il va y avoir aussi la France, Paris et les fêtes. Alors là, quelques petits exemples pour vous montrer ça. D'un côté, vous allez voir la symphonie nuptiale d'Eric von Stroheim. Eric von Stroheim était un des plus grands réalisateurs à l'époque du muet, mais c'est un réalisateur qui a été très contesté parce qu'il dépensait beaucoup d'argent. En tout cas, c'est comme ça qu'on a essayé de le faire passer. Et très vite, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa carrière. Il est redevenu acteur, mais on voit qu'il avait ce souci de la vérité, de la réalité. Par exemple, pour un film qui s'appelait The Foolish Wife de 1922, il fit reconstituer à l'identique la place de Monte-Carlo aux États-Unis pour pouvoir y tourner. Et dans la symphonie nuptiale, cette scène se passe dans un bordel. Or, il fit venir de vraies prostituées, il fit servir du caviar, des pigeonneaux, et évidemment, accompagné de vrai champagne, parce que pour lui, il voulait que tout ait l'air vrai et réel. Et donc là, on le voit véritablement avec du champagne. Autre cas de figure qui n'est plus là, la sexualité. Alors la sexualité, on la retrouvera par exemple dans le journal d'une fille perdue en 1929 de Pabst, mais autre cas de figure, c'est plutôt la fête parisienne. Alors là, on va se tourner vers un autre réalisateur immense qui s'appelle Lubitsch. Lubitsch, beaucoup de ses films, et notamment muets, se déroulaient, même par la suite, se déroulent à Paris. On en reviendra tout à l'heure, on verra Ninotchka. Et il disait qu'il connaissait tous les paris. Il connaissait le Paris de la MGM, il connaissait le Paris de la Paramount, il connaissait le Paris-Paris, et il trouvait que le Paris de la Paramount était celui qui lui semblait le plus réel. Et dans tous ces films qui se passent à Paris, là, So This is Paris, apparaît à chaque fois du champagne. Le champagne est omniprésent et vous verrez à un moment donné qu'on le retrouve dans une des premières comédies musicales qu'il a réalisées. Enfin, dernière chose, on reviendra aussi, je ne peux m'empêcher de vous parler de ce film qui s'appelle tout simplement Champagne, de 1928. Il est réalisé par Alfred Hitchcock, qui là aussi est un des grands réalisateurs de tout le XXe siècle. Il s'appelle tout simplement Champagne, et il se déroule aussi d'ailleurs à Paris. Et là, on voit Betty Balfour dans une photographie promotionnelle et surtout aussi avec une bouteille de Moët & Chandon, je crois, mais c'est aussi la première fois qu'on vit une bouteille de champagne sur des affiches de films. Là, vous le voyez sur le côté, on voit véritablement dans Champagne la première fois qu'on vit apparaître en grand une bouteille de champagne sur une affiche de film, ce qu'on allait revoir par la suite. Alors, une fois passée cette période, on va dire, muette, sur laquelle on pourra revenir par la suite, je vais vous parler maintenant de la période hollywoodienne à partir des années 30. Il faut savoir que cette période, elle est très particulière parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes d'abord en période de prohibition dans un premier temps. Or, cette période de prohibition va être filmée d'un côté, mais va avoir aussi beaucoup d'importance, notamment va influer sur la manière dont les films vont mettre en scène le champagne. Je prends comme exemple La Divorcée de Robert Z. Leonard avec Norma Shearer, Norma Shearer, qui était une des grandes actrices de l'époque. Or, dans ce film, ce qui est très intéressant, c'est que tant que l'histoire se déroule à New York, donc sur le territoire américain, elle boit, on ne sait trop quoi, on ne sait pas si c'est de l'alcool ou pas de l'alcool, c'est quelque chose d'indéterminé. À partir du moment où elle arrive en Europe et plus spécifiquement en France, elle boit du champagne et elle sera représentée une coupe de champagne à la main sur les affiches, les studios bravant ainsi les ligues de vertu. On voit donc que le champagne, notamment, va être extrêmement représenté dès le moment où l'histoire va se dérouler sur le territoire européen, et ça jusqu'en 1933 et la fin de la Prohibition. Alors, pour bien comprendre cette époque, il y a un film extraordinaire qui s'appelle Boulevard du Crépuscule, qui a été réalisé par Billy Wilder en 1950, où il revient sur Norma Desmond, qui est une actrice imaginée, qui était une grande star dans le film du muet et qui a été oubliée. Et on comprend à ce moment-là ce qu'est cette période hollywoodienne où véritablement l'excès, la fête, l'excès va véritablement être essentiel à la fois dans les films, mais aussi dans le comportement des acteurs et des actrices. Et le champagne y joue, comme roi des vins, véritablement un rôle important. Il faut voir qu'à l'époque, c'est aussi la fin des empires. Jusqu'à présent, le champagne était aussi lié peut-être aux têtes couronnées, aux empires, et c'est la fin des empires, et le champagne va trouver
une autre aristocratie, qui est une aristocratie de l'image, avec des acteurs et des actrices qui vont devenir de véritables stars du 7e art. Je vais vous lire juste une petite chose que disait Gloria Swanson, qui est la personne qui joue d'ailleurs le rôle de Norma Desmond, qui était une des plus grandes actrices de la période muette. Elle disait: nous faisions de ces fêtes, le public de l'époque voulait nous voir vivre comme des rois et des reines, alors c'est ce que nous faisions, et pourquoi pas, nous étions amoureux de la vie, nous gagnions plus d'argent qu'il était possible d'en imaginer, et n'avions aucune raison de croire que cela pouvait s'arrêter. Et cette nouvelle aristocratie de l'image va tout de suite trouver dans le champagne véritablement la boisson qui est sa boisson, pour le meilleur et le pire. Il va y avoir un certain nombre de scandales où le champagne va être présent. J'en parlerai de deux. Alors, l'un a été filmé dans Un parfum de meurtre en 2001 par Peter Bogdanovich, qui est la mort de Thomas Sims, qui était un des grands producteurs dont on pense qu'il aurait pu être tué par William Randolph Hearst, qui était un des grands manias de la presse. Et le champagne joue un rôle important parce que véritablement, c'est le moment où tout se passe, l'ouverture de la bouteille de champagne, et on voit Hearst être jaloux parce qu'il pense que Charlie Chaplin, qui est présent, est en train de draguer sa maîtresse, Marion Davies, et il va vouloir tuer Chaplin et il va tuer Thomas Higgins. Il n'y eut pas véritablement d'enquête à l'époque, mais on voit véritablement que le champagne est présent. Donc on voit que cette période de la prohibition va être très importante. Elle va être aussi l'occasion par la suite, elle va être filmée. Elle sera filmée, alors le plus bel exemple probablement est Gatsby le Magnifique. Gatsby le Magnifique, il faut voir que ça se passe précisément dans la période de la prohibition dans les années 20. Gatsby le Magnifique, c'est d'abord un roman de Francis Scott Fitzgerald et qui sera porté à l'écran 4 fois. La première fois dans les années 20, c'est d'ailleurs la seule qui a pu voir Fitzgerald avant qu'il ne meure. Le film est perdu, donc on n'en parlera pas. Il a été, en revanche, par la suite, porté à l'écran 3 fois. En 1900, dans les années 50, avec Alan Ladd, c'est un film d'Elliot Nugent, en 1949 précisément, puis en 1974 par Jake Layton avec Robert Redford et Mia Farrow, et enfin en 2013. Le film de Baz Luhrmann avec évidemment Leonardo DiCaprio et cette image qui fera le tour du monde. Alors il faut voir qu'au fur et à mesure qu'on va le représenter, et plus on avance, plus les fenêtres deviennent délirantes, plus le champagne joue un rôle important, presque excessif, et plus il devient véritablement iconique. Encore une fois, cette image, il faut voir cette image de Leonardo DiCaprio qui a fait le tour du monde. Dès qu'on parle champagne et cinéma, on voit apparaître dans une recherche Internet l'image de Leonardo DiCaprio tenant sa coupe de champagne. Donc c'est devenu iconique et le champagne est omniprésent dans ces films. Alors on le verra aussi dans d'autres films. Là, on voit Robert De Niro jouer le rôle d'Al Capone en pleine prohibition et lever sa coupe de champagne, parce que forcément, on trouvait du champagne. Et évidemment, Al Capone était un de ceux qui le passait en contrebande. Et puis par la suite, on filmera aussi à travers Il était une fois en Amérique la fin de la prohibition avec le champagne. Et là, des magnums de champagne qui sont ouverts pour fêter cette fin de la prohibition. Là, c'est du magnum, c'est du champagne. Bon. Alors, la période américaine, évidemment, elle est dans l'excès, elle est dans la fête. Elle est aussi, à un moment donné, le champagne va avoir un rôle assez intéressant parce qu'à partir de 1933, il va y avoir véritablement la censure américaine va se mettre en place. Et donc, il va y avoir un certain nombre de choses qui seront, on ne pourra plus les montrer. On ne pourra plus montrer, par exemple, des gens qui ne sont pas mariés ne pas dormir dans le même lit. Dormir dans le même lit, plutôt. On ne pourra plus, il faudra que les baisers soient un certain nombre de secondes, mais pas trop important. Et le champagne va jouer, les réalisateurs vont utiliser le champagne pour s'amuser un petit peu d'un certain nombre de choses. Alors là, on va voir, en 1937, Léo McCarey, dans Cette sacrée vérité, qu'est-ce que fait Cary Grant? Cary Grant et Irene Dunne sont en train de divorcer. Alors, le divorce, c'est quasiment c'est pas quelque chose que vraiment aimé par la censure, et pourtant, ils vont fêter ça au champagne. Ils fêtent le divorce au champagne, mais en fait, le divorce n'aura pas lieu parce que il ne faut pas, mais cette volonté d'aller toujours à l'envers, c'est on ne fête pas le mariage, on fête le divorce. Un autre film par la suite qui sera Love Affair. Alors, Love Affair, il y a eu 2 versions. Il y a eu la première version dans les années 30 de Love McKay et l'autre par la suite un remake en 1957. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant pour bien comprendre, c'est que dans le premier, il y a toute une scène où il se passe dans un bateau. Donc, le premier est avec Charles Boyer,
Et il y a toute une scène dans un bateau où l'actrice dit à Charles Boyer qu'elle boit du champagne, mais du champagne rose, parce qu'elle veut voir la vie en rose d'une certaine manière. Or, il faut savoir que quasiment une semaine après sa sortie à New York, les commandes de champagne rosé ont explosé. Tout le monde voulait du champagne rosé à New York. C'est pour montrer à la fois l'importance du cinéma et comment le champagne était vécu à travers le 7e art. Et donc, on voit vraiment ça dans le cinéma de cette époque. Alors, j'avance pour ne pas perdre de temps, pour voir les films à la fin. À l'inverse du cinéma américain, qui est souvent un cinéma souvent de l'excès, on va trouver le champagne dans un cinéma qui sera français, qui sera un champagne beaucoup plus de l'intime. Il va avoir un certain nombre de caractéristiques, qui est d'abord l'intime. Alors, pour en parler, je vais parler de Femme, Femme, qui est un film de Paul Vecchiali, qui est un film de la nouvelle vague. Et en fait, on a dit souvent qu'il était un petit peu l'équivalent de Boulevard du Crépuscule dont j'ai parlé. Or, autant dans Boulevard du Crépuscule, il n'y a pas beaucoup d'acteurs et d'actrices, mais tout est assez démesuré puisqu'on est chez une grande star du cinéma. Autant chez Paul Vecchiali, ce sont deux stars du cinéma français, mais on reste dans un appartement parisien beaucoup plus confiné, et pourtant, dans les deux cas, on va prendre du champagne. Mais d'un côté, le champagne devient intime et intimiste, ça c'est dans Paul Vecchiali, dans le cinéma français, alors qu'il est beaucoup plus mis en avant dans l'excès, dans la fête, dans l'apparat, dans le cinéma américain. Parce que dans le cinéma français, on le voit bien dans les 3 autres films que j'ai montrés, pour boire du champagne, on n'a pas besoin d'une grande fête, on n'a pas besoin des fêtes à la Gatsby magnifique, on peut en boire sur un coin de table, par exemple dans Loulou, de Piala, comme ça, c'est un pavillon parisien, de la banlieue parisienne, on en boit entre amis. Dans Circonstances atténuantes, c'est pareil. Michel Simon fait un juge à la retraite qui se retrouve dans un petit troquet de la banlieue parisienne et qui va en boire avec un certain nombre de malfrats qu'il va remettre sur le droit chemin dans un film où on entendra à l'époque un des grands tubes de l'époque qui est donc, comme de bien entendu, chanté par Arletty notamment. On en trouve aussi plus récemment, par exemple, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et c'est toujours des petites réunions de famille, d'amis. Le champagne, véritablement, a ce côté intimiste. Autre caractéristique du champagne, ça c'est très très intéressant, c'est que c'est un champagne qui va, dans le cinéma français, être un champagne républicain. Tout à l'heure, on verra peut-être un extrait de Joyeux Noël, mais on voit là, j'ai mis 3 films qui se passent pendant la Première Guerre mondiale. On voit d'ailleurs à chaque fois, alors je vais parler par exemple de Capitaine Conan, réalisé par Bertrand Tavernier. Capitaine Conan, à un moment donné, c'est tout au début, ça se passe donc dans les Balkans, et un des membres de la section du Capitaine Conan est à l'hôpital, et le champagne, le capitaine lui amène du champagne. Alors il faut savoir qu'il y a une vérité historique à tout ça, c'est que les marques de champagne à l'époque envoyaient, pour justement les blessés, envoyaient des bouteilles de champagne au fond pour soulager un petit peu moralement les blessés. Et on voit que ce champagne, à travers vraiment ses représentations historiques, Capitaine Conan, La vie et rien d'autre, ou Joyeux Noël, est un champagne qui touche toutes les classes, c'est-à-dire qu'on soit officier ou simple soldat, tout le monde en boit. C'est un champagne fraternel, c'est un champagne républicain, et le cinéma français a toujours cette volonté, souvent, pas toujours, mais souvent cette volonté d'être précis dans les apparitions qu'ont fait le champagne dans les films et dans les films historiques. Alors c'est pour ça, parlons tout de suite dans les films historiques, là je parle de la manière dont par exemple le champagne va arriver dans 2 films. J'ai choisi Le Retour du héros, qui est un film de Laurent Tirard, qui est une comédie, et de l'autre côté Illusion perdue, dernièrement, de Xavier Giannone. Ce qui est intéressant dans ces 2 films, c'est qu'on voit bien qu'on a que les décorateurs, les responsables des décors, ont souhaité avoir un champagne qui ressemble le plus possible à ce qu'il pouvait être dans les années 1818-1820 d'un côté, et un peu pareil au moment des illusions perdues. Et donc, ils ont été jusqu'à essayer de représenter, de faire des fausses vraies bouteilles de champagne. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, par exemple, on voit les bouteilles factices réalisées par Stéphane Kraxner de chez Perrier-Jouët pour Le Retour du héros. En fait, il faut voir que les bouteilles à l'époque ne portaient pas d'étiquettes comme ça, souvent étaient écrites à la main, mais le monde du cinéma étant aussi un monde de la vraisemblance et pas forcément de la vérité, il a choisi de prendre les premières étiquettes qui dataient de 1830, de les vieillir un peu
pour les mettre sur des bouteilles de champagne qui étaient en revanche à chaque fois fermées avec du fil de chanvre. Et on voit la même chose dans le travail qui a été réalisé par Mylène Riccardi et Julien Joigny. Ce sont des images là que vous voyez qui m'ont été données, proposées par ces décorateurs pour Illusion perdue. Ils ont fait un nombre de bouteilles de champagne parce que le champagne est omniprésent dans ce film, mais qui étaient des champagnes qui doivent apparaître comme des bouteilles de champagne d'époque. Et ça, ce souci de la vérité, ce souci de la réalité est aussi une caractéristique du cinéma français. Alors, là je vous laisse, je ne commencerai pas à chaque fois forcément tout, mais quelques images pour vous montrer aussi que toutes les grandes stars finalement ont bu du champagne. Jean Gabin, on pourrait parler de Jean Gabin, alors juste Jean Gabin. Jean Gabin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va y avoir une évolution dans toute sa carrière dans son utilisation du champagne. Dans la première partie de la carrière de Jean Gabin, des années 30, 40, il fait souvent des ouvriers, il fait des chômeurs, comme par exemple dans La Belle Équipe, il fait des militaires, comme dans Gueule d'amour, et il boit du champagne de manière indifférenciée. Et puis après-guerre, il va faire des personnes un peu plus mûres, et là, il va avoir une volonté, à chaque fois, ces personnages vont choisir le champagne, il va vouloir du champagne millésime, mais il va choisir le champagne dans le Pacha, il demande un champagne spécifique. Il y a véritablement cette évolution dans les rôles de Gabin qui est probablement l'acteur qui a le plus bu de champagne. Alors évidemment, Belmondo. Du côté des femmes, évidemment, Catherine Deneuve, on la voit dans Belle de jour, elle en voit aussi dans Mayerline, et puis voilà, jusqu'aujourd'hui avec Guillaume Canet dans Rock'n'Roll, et Marion Cotillard qui joue dans ce même film, on la voit avec des bouteilles de champagne. Alors, quelques mots sur quelques chefs-d'œuvre. Chefs-d'œuvre du 7e art. Il y en a quelques-uns dont je voudrais parler, et à chaque fois où le champagne joue un rôle très important. Le premier de tous date de 1927, c'est Les Ailes de William Wellman. C'est le seul film aujourd'hui, le seul film intégralement muet à avoir reçu un Oscar, le tout premier Oscar du meilleur film. Dans ce film extraordinaire, tourné où il y a des batailles aériennes absolument époustouflantes, on est en 1927, il n'y a pas toutes les possibilités de faire du trucage. Il y a une scène aux Folies Bergères qui est absolument remarquable, où on voit du champagne, où même des bulles de champagne sortent comme ça des coups pour montrer un petit peu le côté un petit peu guilleré de la personne qui voit les bulles de champagne. Mais cette scène, elle est étonnante et elle montre bien véritablement comment on pouvait jouer avec une bouteille de champagne, comment on pouvait jouer avec l'effervescence dans un film qui est un film muet. Après, parlons de L'Ange bleu, par exemple. L'Ange bleu avec Marlène Dietrich, c'est le premier film parlant allemand qui est tourné par Joseph van Steenberg, qui est d'origine viennoise, mais qui est un Américain. Et il vient en Allemagne, il va tourner ce tout premier film et il va faire de Marlène Dietrich, il va trouver Marlène Dietrich, la mettre en haut de l'écran et en faire une véritable star. Et évidemment, elle séduit le professeur Unrat avec du champagne. Fricks, qui est un des plus grands films qui a été réalisé par Todd Browning, où là qui se passe dans un cirque avec des nains, des femmes à barbe, des femmes troncs, des hommes troncs, etc. Là, on voit un mariage avec, vous imaginez, la taille des coupes de champagne qui joue un rôle très important. Parlons aussi rapidement de Ninotchka. Tout à l'heure, je parlais de Lubitsch. Ninotchka est un film très intéressant parce que on voit bien, alors c'était l'avant-dernier film de Greta Garbo, et c'est le seul film d'ailleurs où elle rit. D'ailleurs, la publicité disait Garbo rit. C'était vraiment une manière d'amener les spectateurs pour voir le film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait une commissaire communiste qui arrive à Paris, qui va boire du champagne pour la toute première fois. Et le champagne est le seul alcool, à ma connaissance, dont on filme la toute première fois. On filme la toute première fois avec Greta Garbo. Vous verrez tout à l'heure, on filme la toute première fois dans La Panthère rose de Claudia Cardinal. Alors, pas de Claudia Cardinal, mais de son personnage. Et dans Le journal d'une fille perdue, c'est la même chose. On filme la toute première fois de Louise Bruce quand elle rentre à un moment donné dans une maison close. Elle boit du champagne pour la première fois et ses yeux s'éclairent. Et on voit bien véritablement on se souvient de la première fois où l'on boit du champagne. C'est cette image-là qui reste. Bon, on trouve évidemment dans Le Dictateur de Chaplin, je ne parlerai pas de tous les films, on en trouve dans Casablanca. Casablanca, c'est un film extraordinaire, c'est un des plus grands films de propagande américaine de l'époque. On trouve
du champagne partout, et même dans une scène à un moment donné. C'est pour ça que je dis que c'est un film de propagande. Ça se passe à Paris. Les Allemands arrivent à Paris, puisque ça se passe en 1940, et Humphrey Bogart est avec Ingrid Bergman et dans un petit bar, et le patron du bar leur dit de boire tout le champagne parce qu'il préférera arroser son jardin plutôt que d'en laisser une goutte aux Allemands. Donc il y a tout de suite, on voit là l'utilisation du champagne véritablement pour dire les choses. On en verra dans Le Corbeau, on en voit aussi dans La Dolce Vita, on en voit un petit peu dans tous les types de films, dans tous les grands films qui vont être mis en scène. On en trouve alors dans Le Parrain. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans les trois premiers, la trilogie du Parrain, dans le premier, c'est une famille italo-américaine, donc elle arrive aux États-Unis, elle essaie de se faire une place, elle ne boit pas de champagne. Dans le deuxième, c'est déjà une famille qui s'est imposée, elle boit un champagne dont on ne connaît pas la marque. Et dans le troisième, où elle cherche la respectabilité, qui est le troisième parrain, là, elle choisit des champagnes de marque, comme si finalement l'arrivée aux États-Unis, puis après la recherche de respectabilité, l'intégration d'une famille italo-américaine, on pouvait la retracer aussi à travers un certain nombre de champagnes qu'elle buvait. Donc on voit véritablement que le champagne, à chaque fois, on lui trouve un rôle spécifique au cinéma qu'on trouve dans qu'aucune autre boisson, à l'exception peut-être du Coca-Cola, n'aura au cinéma. Alors, outre les grands films, il y a quelques films cultes. Les films cultes ne sont pas forcément des films qui resteront dans l'histoire du cinéma, mais c'est des films qui ont marqué une, deux ou trois générations. Parlons par exemple de la scène dans Drôle de drame, qui est une scène de Marcel Carné, avec, vous voyez, Michel Simon et Louis Jouvet. Or, dans cette scène, qui est connue parce que c'est la scène où il dit vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre, comment ça j'ai dit bizarre. Donc, cette scène qui est devenue véritablement culte, eh bien, on voit une bouteille de champagne. Jacques Prévert explique, qui était le scénariste et dialoguiste du film, explique que pour cette scène, Louis Jouvet et Michel Simon qui s'estimaient mais ne se supportaient pas, étaient sous, on buvait énormément de champagne, le champagne c'était du vrai champagne, et on mangeait 3 canards à l'orange, puisque c'est la scène du canard à l'orange. On en retrouvera alors dans À nos petites anglaises, où là, vous avez 2 anglaises qui boivent du champagne à la paille, ce qui est étonnant. Vous en trouvez aussi dans La Panthère rose, avec Claudia Cardinal et David Niven. Vous voyez dans les Blues Brothers, où à un moment donné, les frères vont dans un restaurant et choisissent le meilleur champagne pour essayer de choquer tout le monde parce qu'ils essayent de faire pression sur l'un des serveurs pour qu'il rejoigne son groupe. On en voit dans Le Grand Bleu avec cette scène étonnante, on boit du champagne sous l'eau. Donc il y a véritablement à chaque fois un rôle étonnant. On en voit évidemment dans les films de Spielberg, dans Indiana Jones, où là, dans le film d'Indiana Jones, Le Temple maudit, le champagne a un rôle très important, parce que Indiana Jones, si l'aventure du deuxième se passe, c'est parce qu'à un moment donné, on lui empoisonne son champagne, on lui met du poison, et il va devoir se trouver l'antidote et partir très rapidement. Et dans cette scène-là, donc, non seulement il y a du poison dans le champagne, mais en plus, à un moment donné, il y a les bouteilles de champagne qui sautent dans tous les sens, puisqu'on les ouvre, et on tire en même temps, donc ça a le même bruit, on n'entend pas et on voit quelqu'un être tué, parce que pendant qu'on a ouvert les bouteilles de champagne, on a pu tirer et personne n'a entendu. On en trouvera aussi dans Jurassic Park, que des films absolument, absolument mythiques. Mais parlons de 2 autres films rapidement mythiques. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y en avait dans Harry Potter? Eh bien oui, il y a du champagne dans Harry Potter, dans un mariage. Alors on ne sait pas si c'est du champagne moldu, du champagne magique. Ce qui est étonnant, c'est que dans le roman, dans le roman, le champagne vole. Dans le film, il ne vole pas, mais on voit véritablement du champagne. Et puis, on en voit dans Star Wars. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en voit dans Star Wars avec quelque chose qui va à contre-courant, parce que, imaginez, dans Star Wars, tous les Star Wars commencent par il y a très, très, très longtemps dans une autre galaxie. Or, il y a très, très, très longtemps dans une autre galaxie, il est difficile d'imaginer qu'il y ait du champagne, même si on l'a amené de champagne. Il y a très, très, très longtemps, peut-être qu'il n'existait pas le champagne. Donc, il y a quelques incohérences, mais on boit quand même du champagne sur Cantobal, qui est une grande ville casino, un petit peu à la Monte-Carlo. On en trouve évidemment dans Inglourious Basterds, et puis on en trouve dans ce superbe film qui est Pretty Woman, où le champagne, où elle boit du champagne en mangeant des fraises.
Alors, parmi les films cultes, par exemple, j'essaie de regarder en même temps si je ne dépasse pas trop, je vais aller très vite, on trouve évidemment James Bond. James Bond, on en trouve dans tous les films. Alors, d'abord des marques, alors, dont Pérignon, mais aussi Bollinger par la suite. On trouvera aussi du Veuve Clicquot, on trouvera du Moët et Chandon et Mercier. Là, je vous laisse voir quelques-uns des films. On en trouve dès le premier James Bond 1962 contre Dr No, puis on en voit dans à peu près tous les films. Par la suite, à partir de Moonraker, ça sera du Bollinger. Et puis on trouve du Champagne aussi dans les films qui se sont inspirés des James Bond de la franchise officielle. Dans Casino Royale, qui n'était pas un film de la franchise officielle, on trouvera du Veuve Clicquot parce que c'était le champagne que voulait boire Orson Welles en fumant de vraie Havane. Et puis on trouve évidemment du champagne dans Johnny English avec Rowan Atkinson. Ça, c'était pour le petit clin d'œil. Je passerai rapidement sur le champagne de Bond pour dire, alors, parce que je voudrais aller vite sur un certain nombre de choses. On en trouve d'abord aussi dans les comédies musicales. Dès le début, en 1901, Anna Held était une grande star des comédies musicales. Et on la voit en 1901, elle est filmée dans une comédie musicale qui s'appelle Papa's Wife. Anna Held est une actrice d'origine roumaine, mais qui était française, et elle vivait aux États-Unis. Par la suite, elle est revenue en France. On en a vu dès les toutes premières comédies musicales. Je vous parlais tout à l'heure de Lubitsch. Il faut voir que dans cette comédie musicale, qui est la première véritable comédie musicale qui s'appelle Parade d'amour, on trouve du champagne dès le début, dès le générique. Vous voyez une représentation de Paris avec 2 bouteilles de champagne qui sont mises en avant. Et à l'époque, donc, la grande star de ce film était Maurice Chevalier. Et Maurice Chevalier allait devenir véritablement à la fois le chanteur de l'époque, la grande star des premières comédies musicales et un très, très grand amateur de champagne. Il faut voir que dans les comédies musicales, je voudrais revenir sur Gigi, qui est réalisé par Vincente Minnelli. Vincente Minnelli, c'est le grand réalisateur de comédie musicale des années 50. Il a tourné Un Américain à Paris, qui est une véritable réussite, et il tourne Gigi. Et pourquoi je parle de Gigi? Parce que dans Gigi, vous avez une chanson qui est tout simplement un hommage au champagne, qui est The Night They Invented Champagne. La nuit, ils inventèrent le champagne. Et pourquoi le champagne joue un rôle si important dans les comédies musicales? Parce que précisément, la comédie musicale est une comédie qui est souvent joyeuse, légère, pétillante, comme le champagne. Et jusqu'aujourd'hui, jusque dans les comédies musicales les plus récentes, par exemple dans La La Land, où à un moment donné, vous avez ce moment dans une fête où on a l'impression d'être carrément dans une coupe de champagne, tellement il y a les bulles un petit peu partout. Et véritablement, on retrouve dans toutes les comédies musicales françaises, mais aussi plus récentes, le champagne. On en trouve aussi dans les films burlesques. Tout à l'heure, j'ai parlé comment dirais-je, du gag du saut de bouchon. Ce gag du saut de bouchon, vous le retrouvez extraordinairement magnifié dans les Laurel et Hardy. Alors là, dans ce film-là, c'est pour des photographies promotionnelles des Compagnons de la Nouba, où ils martyrisent une bouteille de champagne. Nous, on le trouve dans Laurel et Hardy, où ils sont légionnaires, où là, ils chassent un certain nombre de gens qui les suivent à coups de bouteilles de champagne. On le retrouvera par la suite dans Le Retour du Grand Bond ou dans Meet My Parents, Mon beau-père et moi, où à un moment donné, Ben Styler amène une bouteille de champagne pour faire plaisir à ses beaux-parents. Il ouvre la bouteille, le bouchon va sur l'urne funéraire qui contient les restes de la maman de Robert De Niro, qui est son beau-père, et évidemment, l'urne tombe, et les cendres se retrouvent par terre. Donc, on voit cette capacité à travers le gag du sous de bouchon, le champagne joue un rôle très important qui est véritablement de déclencher une catastrophe souvent drôle, mais déclencher une catastrophe. Et ce gag, on le retrouve un petit peu partout dans toute l'histoire du cinéma. On a d'autres manières aussi de déclencher des catastrophes avec du champagne. Alors, on a des manières aussi par exemple, dans L'Increvable, dans Le Petit Baigneur, où là, à un moment donné, on va inaugurer un bateau, le baptiser, et que fait donc, c'est la femme du ministre qui lance la bouteille de champagne, et la bouteille de champagne casse, évidemment, ne casse pas, mais casse véritablement le bateau. On peut aussi se retrouver avec le doigt coincé, comme dans 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe et Tommy Well. Il coince son doigt, il n'arrive plus à le retirer. Donc, on voit cette capacité véritablement qu'on ne retrouvera pas avec d'autres vins et d'autres boissons. Alors,
rapidement, très rapidement maintenant, je vais aller pour aller au plus vite. On va en trouver dans les films policiers dès le début, les vampires. Alors, le champagne, il a deux caractéristiques. D'abord, on peut l'empoisonner, donc c'est l'homme au poison. Alors, il faut voir les vampires. Les vampires, aujourd'hui, ça serait les grandes séries. C'est les Game of Thrones, c'était les vampires, c'était ça. Il y en avait plusieurs et ça avait ce rôle-là. Et il y en a un qui s'appelle l'homme au poison. Et dans l'homme au poison, on empoisonne du champagne. On en empoisonnera aussi dans le Return from the Edge de Jackie Thompson. Et puis dans Comment tuer votre femme, là, on n'empoisonne pas vraiment, il fait semblant d'empoisonner, mais c'est quand même l'idée qu'on peut véritablement empoisonner du champagne. On utilisera véritablement cette caractéristique. Mais aussi, la bouteille de champagne étant une bouteille un peu plus lourde, eh bien, il se trouve qu'elle elle peut créer, elle peut tuer. Alors, dans Quai des Orfèvres, en fait, le type n'a pas été tué par une bouteille de champagne, mais Suzy Delair croit qu'elle a tué ce monsieur en lui tapant dessus avec une bouteille de champagne. Dans l'Alpaguer, il y a cette bataille entre Jean-Paul Belmondo et Bruno Kremer à la fin, Belmondo faisant le flic, Kremer le tueur en série. Et puis dans Fast and Furious, on connaîtrait Jason Statham qui, là, véritablement, utilise une bouteille de champagne pour frapper. C'est véritablement cette caractéristique-là, même pour pouvoir faire mal de la bouteille de champagne. Mais on en trouve à l'inverse, on en trouve Maigret. On en trouve chez Maigret, par exemple, même s'il n'aimait pas, même si Maigret en lui-même n'aime pas énormément le champagne, par exemple, dans La tête d'un homme, c'est ce moment où ils boivent du champagne où véritablement émerge la vérité. Et puis, Gabin en boira aussi dans Maigret et l'affaire sociale. Et puis, chez Hitchcock, évidemment, le champagne est omniprésent et il aide véritablement. Trois exemples. Le premier, c'est dans Les Enchaînés, il sculpte le temps. En fait, il va se passer quelque chose, ils doivent aller à la cave pour vérifier quelque chose et on ne sait pas si ils vont se faire découvrir parce qu'au fur et à mesure que la soirée passe, les bouteilles de champagne sont ouvertes les unes après les autres et donc le risque est qu'ils se fassent découvrir quand ils vont à la cave. Et ça, on ne peut pas le faire avec d'autres. Alors, on pourrait le faire, avec, vous allez me dire, avec d'autres boissons. Non, parce qu'on entend au fur et à mesure de la soirée le pop des bouteilles de champagne qui sont ouvertes. Et on voit bien au fur et à mesure que le champagne baisse et qu'à un moment donné, il y a la possibilité qu'il se fasse prendre. Dans d'autres films, par exemple, dans La Corde réalisée, là, c'est faire monter véritablement l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'ils posent le champagne et ils boivent du champagne, alors que même dans le coffre, là où sont posées les bouteilles de champagne, il y a un mort. Et c'est véritablement pour faire monter le côté un peu assez sinistre et le sinistre aussi des personnes qui boivent du champagne alors qu'ils viennent de tuer un de leurs camarades sans avoir aucune raison de le tuer. On voit bien donc cette utilisation à la fois symbolique et réelle du champagne dans les films policiers. Alors on en voit aussi dans les westerns. Là, je passe rapidement. La plupart des grands acteurs de western, on prend par exemple là Kirk Douglas ou John Wayne, vont boire du champagne dans les westerns. C'est étonnant parce qu'on n'imagine pas tellement le champagne dans l'Ouest sauvage, et pourtant, non seulement il est dans les westerns, mais il existait aussi. Je discutais avec une des historiennes de Veuve Clicquot qui m'expliquait qu'ils avaient retrouvé des muselés de champagne dans des vieux saloons et des muselés des années enfin, du début du XXe siècle, la fin du XIXe. Donc, il y en avait, et au fin fond de l'Oregon, ou pas du tout dans les grandes villes. Hein. Donc, on trouvait du champagne, y compris un peu partout. Alors, deux films rapidement. Les Conquérants de Carson City, où là, des gens dévalisent une diligence, et comme ils veulent juste prendre l'or de la diligence, ils emmènent les personnes qui sont dans la diligence pour leur donner un pique-nique au champagne. Et puis, sur les pistes de la Grande Caravane, réalisé par John Sturges est le plus grand réalisateur de western à l'époque. Et dans ce film, eh bien, c'est le seul exemple où on verra des Indiens boire du champagne pendant à peu près 10 minutes. C'est assez drôle, c'est remarquable. Ils ouvrent des bouteilles de champagne, le champagne est partout, omniprésent, et ils boivent du champagne. Alors, les super-héros, là on commence à arriver sur vraiment la fin, les super-héros boivent aussi du champagne. Alors évidemment, là vous voyez Superman, qui est le seul d'ailleurs à boire du champagne dans son costume de super-héros. Parce qu'il y en a d'autres, évidemment, là il en boit pour séduire Loïs, dans Superman 2, réalisé par Richard Lester en 1980, qui va vraiment être important. Les autres, que ce soit Batman ou que ce soit Iron Man, vont le boire, mais en tant que
non, en tant que Bruce Wayne ou en tant que, voilà, pas en tant que super-héros, dans leur version humaine et non pas super-héros. Alors que Superman est celui qui en boira dans son costume de super-héros. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que les super méchants boivent du champagne. Et parmi les super méchants, ce qui était étonnant, alors là, vous avez Danny DeVito dans les films, et vous avez aussi Zack Snyder, alors c'est Jesse Eisenberg qui va boire du goût de diamant, le champagne le plus cher. Et ce qui est étonnant avec les super méchants, c'est qu'il y a une règle au cinéma, c'est que quand vous êtes un méchant et un super méchant, et que vous buvez du champagne, alors, dans les 20 minutes qui suivent, eh bien, il se trouve que soit vous mourrez, soit vous êtes arrêté, en tout cas, vous êtes mis en échec. Pourquoi? Parce que c'est le moment, véritablement, dans un scénario, c'est le moment maximum, le moment du champagne, c'est le maximum que peut atteindre un super méchant, et après, forcément, il ne fait que dégringoler. Donc, le moment du champagne, c'est véritablement ce climax, ce moment, ce climax, qui fait qu'après, bah, le super méchant, il va lui arriver vraiment que des catastrophes. Là, je passerai, puisqu'on avait ça déjà chez Hitchcock, L'homme qui savait trop. Et puis, bah, évidemment, je parlais des dessins animés. Vous trouvez du champagne énormément, par exemple, dans les dessins animés, beaucoup chez Disney. Il faut se souvenir que dans Dumbo, si les éléphants roses, si Dumbo vole plutôt, si Dumbo vole, c'est parce qu'à un moment donné, il va boire du champagne mélangé à de l'eau et qu'il va s'endormir, faire un rêve et il va finalement se laisser aller, il va voler. Et c'est la danse des éléphants roses qui est absolument extraordinaire et qui naît avec une bulle de champagne. On en trouve dans La Belle et la Bête. On trouve aussi dans les pingouins de Madagascar ou dans. Alors, les pingouins de Madagascar, une petite anecdote. Quand je réalisais l'exposition, David Chatillon, le président de l'Union des maisons de champagne, me dit, en regardant l'image, il me dit, c'est curieux, on dirait une bouteille de cristal Roderer. Et donc, bah, je contacte Eric Darnell, qui est un des réalisateurs, et qui me répond. Il me dit, oui, oui, il a demandé à ses équipes, en effet, c'est une bouteille de cristal Roderer qui a servi d'inspiration pour cette bouteille que les pingouins boivent. Et il fait cette remarque, mais c'est tout à fait normal parce que les pingouins ont des goûts de luxe. Alors, dans Fantastic Mr. Fox, ça sera plutôt une bouteille de Dom Pérignon qui est l'inspiration. Et dans Dilly à Paris, on voit apparaître à un moment donné une bouteille qui a un drôle de nom qui s'appelle du Motte et Donchon. Donc là aussi, une petite inspiration. Alors évidemment, très vite, on va le retrouver dans les films qui parlent évidemment, puisque là on s'approche du repas, qui parlent de nourriture et qui sont les films gourmets, dès l'opinion publique de Chaplin où on avait du champagne aux truffes. On le retrouve aussi, surtout, alors vous vous souvenez du festin de Babette, dans les années 80, on va voir arriver la grande cuisine, le festin de Babette et Tom Popo, et à chaque fois, le champagne devient véritablement un élément d'un repas gourmet, d'un film gourmand. Dans Full Chef, on boit plein de champagne tout le temps. Dans Tom Popo, qui est un film japonais, qui est une sorte de recherche de la meilleure nouille japonaise possible, eh bien, on trouve dès le début une scène avec une bouteille de champagne. Là, on verra aussi en 2021 Drunk, un superbe film où on voit vraiment dans cette scène, on leur dit en ouvrant du champagne que s'ils ferment les yeux, ils pourront se retrouver dans les vignes champagnardes. Et c'est véritablement un magnifique hommage au champagne qui est rendu dans ce film qui sera Oscar du meilleur film étranger en 2022. Allez, en conclusion, rapidement, je dirais que le champagne a beaucoup d'avenir au cinéma. Dans les derniers films que j'ai vus, que ce soit dans Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, En attendant Bojangles, il y a du champagne partout. On joue avec le champagne d'un bout à l'autre en lui donnant tout un ensemble de rôles, des rôles drôles, des rôles pas drôles. Vous en trouvez aussi dans Illusion perdue, où on voit énormément, ils boivent du champagne tout le temps. Et dans, j'en parlais, Cruella, une des dernières productions Disney, où là, véritablement, il y a aussi un jeu avec le champagne, puisqu'à un moment donné, elle fait effondrer une fontaine de champagne. À un autre moment, ils vont ouvrir une bouteille de champagne en faisant sauter un bouchon. Voilà, ça sera ma conclusion, c'est que le champagne a encore vraiment beaucoup d'avenir dans les films et dans des bons films. Vous êtes formidable, Gabriel. Franchement, une connaissance absolument universelle du champagne avec tous ces thèmes. Je suis allé un peu vite parfois, je suis désolé. Ah ouais, non, mais on va vous réinviter, c'est sûr. C'est sûr. C'est assez extraordinaire. Alors, vous avez joué le jeu, on va donner une petite cerise sur le gâteau. Dans les sujets, si on a le temps de les placer, vous avez préparé pour nous quelques petits extraits. Oui, absolument.
Alors, le premier, c'est, j'avais trouvé ça intéressant de se dire, mais dans quelles circonstances est-ce qu'on voit la première animation du champagne Ouais. dans un des tout premiers films animés? Et donc, vous m'avez dit, ah, mais ça, j'ai Oui, une pépite à vous montrer. Et donc, je vous laisse absolument. présenter la pépite. Alors voilà, donc la pépite, ben, en fait, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'un des tout premiers films où on voit qui est le film, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Internet, sur YouTube, qui est alors celui-là, je le lance, vous le voyez. Ah oui, c'est bon, il est là, on va retirer, parce que là, on n'a pas besoin du son, sinon le son n'est pas très intéressant, voilà. Je lance, c'est le tout premier film de Mercier, la commande que fait Mercier aux Frères Lumière pour présenter justement à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Eh bien, voilà un extrait de ce film. Là, on voit arriver devant les usines Mercier le train. Et évidemment, vous allez voir, regardez, voyez, on voit véritablement ce panorama où on voit passer. Voilà un premier extrait Moi, je que trouve je voulais ça, vous montrer. ouais, je Euh, trouve ça fascinant parce que là, on est 5 ans après l'invention du cinéma et on est on a la oh, rencontre tout à fait, d'innovateurs extraordinaires, comme l'était totalement. Monsieur Mercier et comme l'étaient les Frères Lumière. C'est Donc, ça. Là, c'est vraiment la rencontre entre un génie du champagne et de la publicité, et puis des génies finalement de voilà. l'image. Et on Donc ça, voit, donc là, ça a dû être tourné en 1897, 98, 99, même pas en 1900, puisque c'est tourné avant. Donc, on est vraiment il y a plus d'un siècle. on est vraiment dans la caractéristique de l'inscription de la Champagne au patrimoine mondial et Ah, sur complètement. cet esprit d'innovation des fondateurs. Tout à fait, tout à Donc, fait. merci pour cette petite pépite. Vous m'avez trouvé une autre pépite Oui. aussi. Alors là, je vous laisse la présenter. Alors oui, Celle de j'ai voulu vous Méliès. présenter Ouais. le petit extrait de Méliès, parce que Méliès, c'est quand même l'un des plus grands réalisateurs, c'est Steven Spielberg de l'époque, c'est l'homme qui a fait les premiers trucages au cinéma et qui a mis avec Alice Guy les premiers films de fiction où on racontait une histoire. On appelait ça un théâtre filmé. Donc, je vais vous montrer juste le passage dans le Barbe Bleue, où on voit apparaître la bouteille de champagne. C'est parti. Alors, attendez, hop, attendez, on va la remettre depuis le début. Voilà. Vous voyez, les bouteilles de champagne apparaissent, et là, d'un seul coup, cette bouteille énorme, qui est encore d'ailleurs une bouteille Mercier, eh bien, elle apparaît. Alors, comme je vous l'ai dit, il fallait, comme il voulait montrer le champagne, il fallait grandir les objets parce qu'il ne sait pas encore faire de gros plans. Voilà ce deuxième extrait qui est, alors lui, il date de 1901, il y a encore plus d'un siècle. Voilà. Et plus grand que le Nabucodonosor, hein, qui Absolument. vous est cher, mais en tout cas, qui est lié à l'événementiel, qui est aussi une des dimensions caractéristiques du champagne. Voilà. Et c'est un Voilà, champagne pendant un mariage. Donc, vraiment, ils veulent mettre en avant la faste de ce mariage. très bien. Et le dernier extrait, on y a pensé ensemble en se disant Ouais, qu'on était à quelques jours de Noël. tout à fait. Et Bah, je vous laisse le commenter, celui-là, c'est peut-être. moi, ce que je trouve intéressant dans toute la conférence que vous nous avez donnée, et qui est une très, très forte érudition sur le cinéma et qui met en valeur le champagne, c'est la dimension exceptionnelle et universelle du champagne sur l'aspect célébration. Mais dans ce dernier extrait que vous allez nous présenter, il y a une dimension extraordinaire qui fait aussi partie de la dimension du champagne, qui est la dimension de la réconciliation. Alors, Et à côté, comme un bijou et comme un cadeau pour tous nos conférenciers, si vous avez des questions, pour nous, tout notre auditoire, si vous avez des questions, posez-les vite parce que bientôt on arrive à la dernière minute. alors, Posez-les vite dans le chat. Vous vous je lancez. lance le film. Je lance le Voilà, vous film. lancez le film. Allez, on y va. Là, en revanche, il faut le son, parce que c'est toujours quand même mieux. Voilà, c'est parti.
Joyeux Noël! Good evening. I'm Anna. Voilà. Voilà, donc mais écoutez, tout le monde aura reconnu Joyeux Noël. De Christian Euh, Carion avec Danny Boone, Guillaume Canet, notamment. Et il nous reste plus qu'à souhaiter à notre auditoire, tous les deux, Gabriel et moi, un très joyeux Noël. Et je vous donne rendez-vous le 12 janvier pour une prochaine conférence qui sera donnée par Pierre-Marie Tricot. Pierre-Marie a grandement œuvré pour la candidature de la Champagne au patrimoine mondial et fera le parallèle avec d'autres inscriptions qui présentent des caractéristiques communes, mais pas la succession de toutes les caractéristiques qui sont inscrites dans notre candidature. Gabriel, il me reste à vous souhaiter, à vous aussi, un très joyeux Noël et une très bonne année, avec Force Champagne, j'espère. Bien sûr. Eh ben, un Avec très joyeux beaucoup Noël de aussi. célébrer. Une Et en très tout bonne année à tout cas, le monde. vous remercier infiniment pour tout ce que vous nous avez donné avec votre très, très forte connaissance du cinéma. Voilà, Champagne et cinéma sont deux grandes passions de Gabriel Leroux. Absolument. Et j'espère que notre auditoire a été comblé. Je vous dis à tous bonne fête de fin d'année et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir Gabriel, merci.